Madame, Monsieur, bonjour. Merci de nous rejoindre et bienvenue dans votre journal. À la une de cette édition. Au programme du 15e jour de la campagne électorale, hier, les 3 candidats en lice pour les présidentielles anticipées du 7 septembre prochain étaient Adjanet, El-Oued et Om Le Bouagui pour convaincre les citoyens de voter pour eux et aller voter massivement le jour du scrutin. Synthèse dans un instant. Et J-2 pour une opération de vote qui s'étalera sur 6 jours. Notre communauté nationale établie à l'étranger est appelée aux urnes le 2 septembre prochain. Et en prévision de ce scrutin, tout est fin prêt. Les délégués de l'ANI poursuivent l'inspection au niveau de nos représentations consulaires. Il l'exemple dans ce midi depuis Bordeaux en France. Et à l'étranger, le Merzen confirme son statut d'occupant en amplifiant sa politique répressive, en vandalisant et détruisant des biens des Sahraouis résidant près de la ville occupée de l'Aïoun. Ces actes exécutés ont été vivement condamnés par le collectif des défenseurs sahraouis des droits de l'homme. L'on fait le point dans ce journal. Voilà pour l'essentiel de l'actualité en titre. Merci pour votre attention. Les wilayas de Janet, El-Oued et Om Le Bouagui ont été hier les nouvelles haltes des candidats aux présidentielles anticipées du 7 septembre prochain. Chacun d'eux a tenté de convaincre avec son programme respectif la contribution des jeunes à l'économie, l'investissement, le développement local et la réforme administrative étaient au cœur des discours des candidats pour le 15e jour de cette campagne électorale. Synthèse signée Espen Saudi. Le candidat indépendant Abdelmajid Tebboune s'est engagé depuis Janet à tout mettre en œuvre pour la concrétisation de projets dans les régions du Sud dans tous les domaines, notamment des projets de jeunes pour qu'ils vivent dans un cadre garantissant une vie décente. Tebboune a appelé les jeunes de Janet et du Sud en général à créer des start-up dans les secteurs de l'agriculture et de l'élevage, du tourisme et des services, s'engageant à les soutenir pour contribuer au développement. Abdelmajid Tebboune, qui s'est engagé à ouvrir des postes frontaliers avec le Niger et la Libye, pays frères, et à créer des zones franches, a déclaré qu'il œuvrera à développer le tourisme saharien, notamment à Janet, par l'octroi de nombreuses facilités. À cette occasion, Tebboune a réitéré son engagement à demeurer fidèle au serment des vaillants Chouhada et Moudjahidine, assurant qu'il continuera à défendre les peuples opprimés et les causes justes dans le monde, notamment les causes palestiniennes et sahraouis, et à soutenir les pays voisins et frères comme le Niger. Animant un meeting populaire à El-Oued, le candidat du MSP, Abdellali Hassani Shrif, s'est engagé à ériger certaines wilayas à forte dynamique commerciale et productive, à l'instar d'El-Oued, en grand pôle économique. Ajoutant qu'il œuvrera à promulguer des lois spécifiques pour soutenir l'investissement, l'importation et l'exportation, tout en créant une zone de libre-échange et de troc avec l'Afrique et l'encouragement des jeunes à y adhérer, en leur accordant tous les avantages et les facilités nécessaires en œuvrant pour la levée des entraves bureaucratiques. Le candidat a estimé que son programme était une opportunité pour toutes les franges de la société, car il vise à opérer une réforme globale et profonde dans tous les domaines, à travers l'éradication de la bureaucratie et du népotisme, permettant ainsi de protéger les droits. Hassani a réaffirmé sa volonté de réviser le découpage administratif et de renoncer à la daïra, qu'il qualifie d'entrave au développement, l'objectif étant de libérer les communes leur permettant de contribuer à la réalisation du développement. Animant un meeting à la Maison de la Culture au centre-ville d'Oum El Bouagui, le candidat du Front des forces socialistes à la présidentielle du 7 septembre prochain, Youssef Aouchiche, a affirmé que la participation à cette échéance électorale était un devoir national, qui impose à tout un chacun de participer à cette échéance et de soutenir le programme qui défend les intérêts supérieurs du pays. Dans ce cadre, il a indiqué s'être présenté à cette élection présidentielle avec un projet visant à asseoir l'État démocratique et social, relevé par les Chouhada, appelant les citoyens à participer massivement à ce rendez-vous électoral. À cette occasion, Aouchiche a passé en revue les grands axes de son programme électoral Vision pour demain, dans lequel il s'engage à opérer des changements dans tous les secteurs, soulignant que la lutte contre le chômage des jeunes était l'une de ses priorités. Le candidat du FFS s'est également engagé à renforcer la solidarité et l'entraide sociale envers les catégories vulnérables, à travers la révision des allocations et créer de nouvelles autres.
Et puis, dans l'actualité chargée par le président de la République, le ministre des Affaires étrangères de la communauté nationale à l'étranger, Ahmed Attaf, a entamé aujourd'hui une visite de travail en République de Slovénie. Le programme de la visite comprend plusieurs réunions bilatérales afin de discuter des voies et moyens de renforcer les relations de coopération, de partenariat et de promouvoir le consensus politique entre les deux pays. Le ministre ainsi que le vice-ministre et des ministres des Affaires étrangères européens de Slovénie, Tanja Fajon, assisteront également à la cérémonie d'inauguration de l'ambassade d'Algérie à Ljubljana, qui fait suite à l'ouverture de l'ambassade de la République de Slovénie à Alger en mai dernier et inaugurée par le Premier ministre slovène. Et à J-2, avant le début de l'opération de vote de nos Algériens établis à l'étranger, tout est fin prêt au niveau de nos représentations consulaires. Par exemple, à Bordeaux, en France, les délégués de l'ANI ont inspecté les centres de vote au niveau du consulat d'Algérie là-bas pour s'enquérir des préparatifs de l'opération de vote. Et visiblement, ils n'attendent que le jour J, à savoir lundi de septembre. De Bordeaux à Fabellochette. C'est une inspection minutieuse à laquelle procède le délégué de l'ANI au siège du consulat d'Algérie à Bordeaux du matériel qui servira dès lundi pour le scrutin présidentiel, alors que les dernières cartes de vote s'apprêtent à être envoyées par voie postale. Une inspection d'autant plus importante que beaucoup de ce matériel va être envoyé dans des locaux plus éloignés qui abritent les bureaux délocalisés. L'urne elle-même, donc, elle est scellée tous les soirs, aussi bien au niveau des serrures qu'au niveau de la fente, donc où on doit introduire l'enveloppe. La sécurisation, elle est optimale et maximale concernant les urnes. Et pour cause, cette circonscription est l'une des plus étendues, d'où les mesures très volontaristes de l'administration pour assurer le succès de l'opération. Notre consulat, qui couvre une zone géographique de presque 15% du territoire français. En concertation avec le délégué de l'ANI, on a décidé de l'ouverture de 14 bureaux de vote. Là, il y aura une nouveauté cette année dans le département des Pyrénées-Atlantiques, l'ouverture d'un bureau de vote à Bayonne. Et ici en Gironde, nous avons aussi décidé d'ouvrir un nouveau bureau à Senan pour couvrir la zone nord. Ceci pour répondre aux attentes de nos ressortissants et de rapprocher les bureaux de vote des ressortissants les plus éloignés. Je prends pour exemple Guéret, qui est presque à 3h30, voire 4 heures de route. Donc on a décidé d'être plus proche d'eux et aller jusqu'aux populations les plus éloignées pour leur permettre d'accomplir ce droit constitutionnel. Mais c'est l'élément humain qui demeure le plus important puisque les bureaux de vote sont encadrés par des personnes de la société civile qu'il faut former au devoir de neutralité absolue et à la réglementation nationale. Dans de bonnes conditions. D'accord. Alors, le nom, prénom, la date de naissance, le nom du père. Et c'est d'ailleurs lors d'une cérémonie officielle que ces membres ont prêté serment en présence du coordinateur de l'ANI chargé de la partie sud de la France. Je pense qu'ils sont vraiment prêts pour mener cette échéance électorale dans les bonnes conditions ici à Bordeaux. De son côté, le consulat d'Algérie à Bordeaux a profité de ses missions de permanence dans l'ensemble de la circonscription pour informer les ressortissants et les mobiliser autour de ce rendez-vous avec la nation. Retour chez nous et lancement hier des travaux de réalisation de l'hôpital algéro-qatari allemand à Sidi Abdallah à Alger. D'une capacité de 300 lits, cet hôpital qui sera édifié sur une superficie de 100 000 mètres carrés regroupera plusieurs spécialités, notamment la spécialité mère et enfant, nous dit Yenny Saïd Belkacem. Le coup d'envoi des premiers travaux du futur hôpital algéro-qatari allemand à Sidi Abdallah a été donné. Ce projet contribuera à répondre à un grand nombre de besoins médicaux, notamment dans le domaine des services médicaux spécialisés. L'enveloppe financière allouée à la réalisation de cet hôpital de 300 lits s'élève à 290 millions de dollars. La partie algérienne financera 40% et la partie qatari 60%. Cet hôpital sera doté de moyens modernes et comprendra 30 unités de soins intensifs, 15 salles d'opération, 40 cliniques externes, en sus de 20 zones dédiées aux urgences, réunissant des compétences médicales de haut niveau et les technologies de pointe en matière de diagnostic et de traitement en un seul endroit, et ouvrira ses portes en 2026.
Cette réalisation, qui est considérée comme première du genre en Algérie, est le fruit de partenariats entre le pays frère, le Qatari et l'Algérie. Ce grand établissement médical sera doté des dernières technologies qui permettra de garantir de meilleurs soins. Aligné sur des standards internationaux, ce projet ambitieux constitue une véritable fierté pour l'Algérie. Il devra être opérationnel dans 2 ans et vise à assurer des soins gratuits et de qualité aux citoyens. Cet hôpital est une fierté pour l'Algérie qui continue à renforcer les structures de son système national de santé en phase avec les évolutions mondiales en matière de soins. Ce projet s'inscrit dans le cadre de l'élargissement des perspectives de coopération économique entre l'Algérie et le Qatar en vue de réaliser davantage de rapprochements en concrétisation des aspirations des hautes autorités des 2 pays frères en matière de développement des services de santé. L'Algérie est disposée à renforcer la coopération avec le Qatar dans le domaine de la production pharmaceutique pour soutenir cet hôpital et développer des moyens de coopération dans des domaines similaires. Un symbole de coopération et de développement qui marque une nouvelle ère pour les services de santé en Algérie en renforçant le partenariat stratégique entre Alger et Doha. Assurer une bonne couverture santé, mais également assurer un approvisionnement continu en eau potable, c'est entre autres défis relevés par les pouvoirs publics. L'occasion pour nous de s'intéresser à l'une des méga stations de dessalement d'eau de mer décidée par les pouvoirs publics, comme je le disais, pour faire face au stress hydrique. La station de Cap Jenet à Boumerdes est avec une capacité de production de 300 000 m3 jour, devra assurer un approvisionnement en eau potable pour la wilaya de Boumerdes et les régions avoisinantes. Le projet enregistre un taux d'avancement très élevé grâce à des compétences algériennes. Nous dit Emina Saïdji dans ce reportage. Regardez. S'étendant sur une superficie de 15 hectares, les travaux de réalisation de la station de dessalement d'eau de mer de Cap Jenet avancent à une bonne cadence. Avec une capacité de traitement de 300 000 m3 par jour, cette mégastation contribuera à assurer un approvisionnement régulier en eau potable dans la wilaya de Boumerdes et les régions avoisinantes. Les travaux offshore ont été confiés à la société algérienne Meditram. La présence de l'entreprise Meditram spécialisée dans les travaux maritimes pour faire les travaux de dragage et les travaux de mise en place des pipelines sur une profondeur qui dépasse les moins 50 mètres et pour amener l'eau de mer à une distance de 1600 mètres au prix du tour de captage. Pour réaliser ces travaux ou bien ce genre de travaux, l'entreprise Meditram a mis à la disposition de ce projet l'ensemble des matériaux ou bien le matériel stratégique pour mener au bien cette tâche et pour arriver à temps et au délai déjà fixé selon les plannings. La première étape du processus commence par le captage des eaux sur un linéaire de 1600 mètres à travers 2 lignes de captage de 2,5 mètres de diamètre. Une fois captées, les eaux seront acheminées vers le bassin de stockage pour les phases de pré-traitement, filtration, désinfection et clarification. La première étape au niveau du bassin de captage, on va passer par des dégrieurs et des tamis rotatifs afin de séparer tout ce qui est moins de 4 mm. Première étape, c'est 30 mm. Après, c'est la deuxième étape de 4 mm. Après, au niveau du bassin de captage, là, on va pomper les eaux jusqu'au bassin de décantation, là où nous avons l'opération de coagulation-floculation. Et les eaux qui vont être au niveau, ils vont être pompées au niveau de la station de pompage intermédiaire, au niveau jusqu'à les filtres à sable, en passant par des conduites de 1800 mm. Après la première partie de pré-traitement, l'eau filtrée traverse le filtre à sable qui a une porosité de 0,25 mm. Après le filtre à cartouche, 5 microns. Directement vers l'osmose inverse, ce bâtiment contient des pompes HP qui augmentent la pression pour passer vers des membranes semi-perméables nanométriques qui produisent de perméa directement vers l'ouvrage de reminéralisation et après sera pompé vers les bassins de l'ADE. La réalisation de ce projet s'inscrit dans le cadre du plan de développement national pour la période 2022-2024 qui prévoit des stations similaires avec la même capacité, à savoir 300 000 m3 par jour, et ce à Oran, Béjaïa, Taraf, Boumerdes et Tipaza.
couvrant une bonne partie du littoral national. Elle devrait, une fois réceptionnée, couvrir 65% des besoins nationaux en eau potable d'ici 2030. Et dans l'actualité internationale en Palestine occupée, les jours se suivent et se ressemblent de mal en pis. La situation dans la bande de Gaza se détériore de jour en jour, d'heure en heure. Le temps que les dernières 24 heures étaient aussi meurtrières. L'on compte 15 nouveaux martyrs, dont 2 petites filles, dans des bombardements de maisons à Nusayrat, à Dar el-Balah, dans le nord de la bande de Gaza et au nord de Rafah, à Al-Aribi très exactement. Le point de situation avec Emina Saïdji. Le retrait partiel des forces d'occupation sionistes des zones situées au nord de la ville de Khan Younes, Deir el-Balah et au sud de la bande de Gaza a révélé une destruction généralisée des bâtiments résidentiels. Aujourd'hui, il ne reste plus rien des biens des Palestiniens. Il ne reste plus rien, nous avons payé le prix fort. Nous avons perdu ce que nous avions de plus cher. Dès l'aube, l'armée d'occupation a lancé des dizaines de frappes aériennes sur les quartiers résidentiels, causant la mort de plusieurs dizaines de personnes, ainsi que la destruction totale des maisons à travers les différentes zones au nord et au sud de la bande de Gaza, aggravant les souffrances de la majorité des familles venues constater l'ampleur des dégâts et qui sont contraints de retourner dans les camps de réfugiés. Cette zone a été bombardée, il ne reste aucun abri ou lieu sûr. Impossible de connaître le nombre de martyrs toujours coincés sous les décombres. Nous subissons un vrai massacre. D'autre part, les unités médicales palestiniennes ont annoncé l'acheminement vers le complexe médical Nasr, les corps de 60 martyrs depuis samedi dernier. Au cours des 2 derniers jours, dans le sud de la bande de Gaza, au moins 11 Palestiniens de différentes régions de la bande sont tombés en martyrs. Les bombardements sionistes dans le nord de Khan Younes ont entraîné le déplacement forcé de milliers de Palestiniens de leur foyer vers les régions occidentales et centrales de la bande de Gaza. Nous n'avons jamais connu une telle Nakba, ni en 1948, ni en 1967. La Nakba de 2024 nous marquera à jamais. Selon notre correspondant à Gaza, Wissam Abou Zaid, malgré les blessures profondes et les massacres quotidiens subis par le peuple palestinien, ce dernier continue de vivre dans l'espoir que les efforts internationaux à un cessez-le-feu parviennent à mettre fin au massacre sioniste. Et par ailleurs, lors d'une séance tenue hier par le Conseil de sécurité consacré à la situation dans les territoires palestiniens occupés et l'offensive menée par l'occupant sioniste, le représentant permanent adjoint de l'Algérie auprès des Nations Unies, Nassim Gawawi, a renouvelé l'appel au cessez-le-feu immédiat dans la bande de Gaza et tenir l'occupant sioniste pour responsable des crimes commis contre les Palestiniens. Et toujours dans l'actualité internationale, la ministre namibienne de la Justice, Yvonne Dossab, a déclaré que le navire Catherine convoyant des armements destinés à l'entité sioniste ne doit pas être accueilli en Namibie, demandant à l'autorité portuaire namibienne de ne pas accueillir le cargo Catherine, affirmant que les actions de la Namibie au niveau national sont conformes à leurs obligations en termes de droit international et aussi à la position politique de plusieurs années sur la Palestine, ajoutant que le blocage est conforme à l'obligation de ne pas soutenir ou d'être complice des crimes de guerre sionistes, des crimes contre l'humanité, de génocide, ainsi que de l'occupation illégale de la Palestine. Une enquête de police a été établie et déclare que le navire transportait des matières explosives destinées à l'entité sioniste. Et dans le dossier sahraoui, des biens des Sahraouis résidant dans la région de l'Amriyet, près de la ville occupée de l'Aïoun, ont été vandalisés, détruits par d'importants contingents à l'aide de bulldozers et d'engins de l'armée d'occupation marocaine. Par ces nouveaux actes, le Makhzen poursuit et confirme sa politique répressive contre le peuple sahraoui dans les territoires occupés. Cette opération a été exécutée a été vivement condamnée par le collectif des défenseurs sahraouis des droits de l'homme. On fait le point avec Amal Bouarba. L'occupant marocain poursuit sa politique de la terre brûlée au Sahara occidental.
Pour la énième fois, les forces du Marzen ont procédé à une démolition nocturne de biens des Sahraouis près de la ville occupée de l'Ayoun, notamment dans la région de l'Amriyat. Cette opération brutale a été exécutée par d'importants contingents à l'aide de bulldozers et d'engins de l'armée d'occupation marocaine. Condamnant avec virulence ces actes criminels, le collectif des défenseurs sahraouis des droits de l'homme a indiqué que la destruction nocturne de ces maisons, occupées notamment par des personnes âgées, des malades, des femmes enceintes et des enfants, constitue une forme d'intimidation et de répression méthodique à l'encontre des Sahraouis dans les territoires occupés du Sahara occidental. L'occupant marocain fait preuve de lâcheté en procédant à la démolition nocturne de nos maisons. Ce sont des pratiques honteuses et une violation flagrante du droit international. C'est la terre de nos ancêtres et nous ne la quitterons jamais. Nous la défendrons jusqu'au dernier souffle. Selon le collectif des défenseurs sahraouis des droits de l'homme, les biens des Sahraouis résidant dans ces quartiers ont été vandalisés et complètement détruits, dans le but de déraciner les familles de leurs maisons et de leurs terres et d'installer davantage de Marocains dans la région dans le cadre des plans de colonisation en totale violation du droit international humanitaire. Avec la situation dans les territoires sahraouis occupés, nous arrivons à la fin de ce journal réalisé par Ayesh Geloul. L'information revient ce soir à 19h. En attendant, j'aurai le plaisir de vous retrouver ce soir. Tout de suite, les nouvelles du ciel. C'est Liam Bina Abed. Bon appétit si vous êtes à table. À tout à l'heure.